Bonjour toutes et à tous, vous êtes bien sur MC.News TV. Encore une fois, chers internautes, chers abonnés sur MC.News TV, vous êtes les 350 quelques de fourchettes qui êtes abonnés sur MC.News TV et toujours fidèles. MC.News TV ne vise pas le nombre, ne vise pas la masse, c'est plutôt la qualité des abonnés qui sont en tout cas disponibles et fidèles à cette production. Chers internautes, chers abonnés, comme c'était promis sur Instagram, Twitter et TikTok, malheureusement, désormais, MC.News TV s'est conformé à la numérisation de son outil, en tout cas d'avenir. MC.News TV, donc, a choisi, en tout cas, aujourd'hui, de vous présenter un invité de marque de haute facture. Abandon de lui, vous ne saurez jamais trouver une information encore plus sûre pour parler de la vie de la mer. Chers internautes, chers abonnés, je ne voudrais pas aller plus loin dans la présentation, vous les connaissez. J'ai choisi, en tout cas, de faire cette première avec l'invité, donc, encore une fois, de marque. MC.News TV, M. Maxime Prévost. Bonjour, M. Maxime Prévost. Bonjour à vous, bonjour à tous vos internautes et vos abonnés. Et comment vous allez? Bien, j'ai eu l'occasion de contracter le Covid au mois de décembre, mais depuis lors, c'est un vieux souvenir. On reste évidemment attentif, et comme beaucoup de familles, on a connu ça aussi avec les enfants, mais les quarantaines ont fait leur effet, il n'y a pas eu trop de symptômes, et j'espère que l'ensemble des personnes qui vous regardent auront aussi pu être préservées du virus, de ces méchants symptômes. Et donc, je souhaite d'abord et avant tout une excellente année et une très bonne santé à chacun. Merci beaucoup, M. Maxime. Bon, nous sommes aujourd'hui donc le 22 janvier plutôt, 2022. L'invité ici déjà présenté. En train de jouer, M. Maxime Prévost, comment, depuis un an qu'on s'est vu sur MC.News TV, comment se comporte votre commune? Comment est-ce que vous le gérez depuis un an que MC.News TV vous est venu à vous? Alors, depuis notre dernier rendez-vous, hélas, les choses sur le plan de la crise sanitaire ne se sont pas améliorées aussi vite qu'on l'avait espéré. On savait que 2020 allait être une année compliquée, et elle l'a été, puisque ça a été l'année du choc pour les entreprises, pour les commerçants, pour les indépendants, pour les familles, pour les enfants. On oublie souvent, mais la jeunesse a été très impactée aussi par tout ça. On pensait que le soleil allait briller en 2021, mais le ciel a été encore fort nuageux. Et on voit encore aujourd'hui qu'on n'est pas totalement sorti d'affaires par rapport à cette crise sanitaire. Donc l'année 2021, ça a été une année un peu compliquée pour beaucoup de demeurants, pour des personnes qui ont accru aussi leur situation de précarité, des personnes qui ont heureusement pu compter sur l'aide octroyée par la ville, des primes que nous avons octroyées à des commerçants, par exemple, pour tenir le coup, aux indépendants, aux personnes qui tiennent l'ORECA également, aux acteurs de l'événementiel, aux acteurs culturels, aux acteurs sportifs, aux acteurs de la jeunesse, aux acteurs sociaux. J'aurais presque peur d'en oublier, tellement nous avons donné des aides du côté de la ville, des aides financières, pour permettre à tous ces acteurs de passer le cap, de respirer, de ne pas voir trop la tasse. Merci beaucoup. À côté de ça, dernier élément, les chantiers ont démarré. On a eu plusieurs chantiers qui ont été impulsés, parce que la vie continue aussi, il y a des entreprises qui doivent travailler, il y a un cadre de vie qui doit s'améliorer, et donc on a connu en 2021 quelques éléments phares. L'inauguration du téléphérique, qui était attendue de longue date. Merci, ça a pris presque 8 ans à être concrétisé, mais rien que depuis le mois de mai dernier, c'est 135 000 visiteurs qui sont venus l'utiliser, avec des retombées positives pour la ville. On a inauguré le Grand Manège, le nouveau conservatoire de musique pour ses 1500 élèves chaque semaine. On a eu l'occasion d'inaugurer le Grognon. Enfin, après 50 ans de chantier, sans qu'il y ait des projets d'envergure, on a maintenant une belle esplanade pour les citoyens, une passerelle qui fait la connexion, le nez qui s'y est installé, une belle brasserie. Bref, on a connu quelques beaux événements aussi en 2021. Merci beaucoup, M. Maxime Prévost. Justement, nous sommes dans la culture. Qui va devenir la maison de la musique ancienne, le conservatoire, qui est la jambe? Il va devenir quoi? On va le détruire? Vous allez mettre quoi? Très bonne question. C'est vrai que l'information n'est pas encore connue, donc c'est une manière peut-être de fidéliser aussi vos auditeurs avec cette information. L'ancien conservatoire à Jambes ne va pas être rasé, il va connaître une nouvelle vie. On va le transformer en maison des associations pour Jambes. La bibliothèque qui s'y trouve actuellement va plus que probablement déménager dans l'espace Malo, qui se trouve à côté, au sein du parc Rema Street. Nous allons accueillir la galerie des Tours, qui est juste à côté, mais dans des bâtiments qui, eux, vont être rasés, parce que les bâtiments de l'actuel syndicat d'initiative et de la galerie des Tours
vont être rasés pour permettre la construction d'une nouvelle crèche et de nouveaux logements sociaux par le foyer Jean-Bois et la SONEFA. On va donc dans l'ancien conservatoire, on aura la galerie, mais aussi le siège, par exemple, de l'association des commerçants. On va avoir des locaux pour les anciens combattants. On va avoir des locaux pour une série d'acteurs associatifs locaux, folkloriques, économiques, qui pourront comme ça retrouver une vraie maison où le cœur associatif de gens va pouvoir battre. Merci beaucoup. Toujours à la culture, M. Maxime Provost, d'ailleurs, vous êtes à féliciter, puisque vous étiez bourgmestre et le patron de la ville de Namur tout de même, lorsque, en tout cas, la production de MC Community a appris que la ville de Namur vient d'arracher le prix de l'UNESCO, que les échasses namurois sont considérées. J'ai une petite larme quand même à l'œil de voir que la manière dont ça a été célébré ici chez nous à Namur, que c'était, on va dire, on va accuser le Covid, c'est limité et c'était pas accessible. Qu'est-ce que vous prévoyez pour l'année prochaine? On espère en tout cas que le fameux virus va partir et que tout Namurois puisse profiter aux alentours. Alors c'est vrai qu'on n'a pas eu, à cause de la crise Covid, l'occasion de fêter de manière populaire ces belles récompenses. Je dis ces récompenses parce qu'on en a eu 2 en l'espace de 2 mois par l'UNESCO. Au mois de novembre, nous avons été reconnus la première ville de Belgique par l'UNESCO, ville créative dans les arts numériques. Et donc ce rôle clé de capital digital, avec tout son écosystème d'entreprise, avec le KIC Festival, avec le pavillon, avec les acteurs numériques, a tellement crédibilisé la position de Namur sur les questions numériques que l'UNESCO nous a reconnus dans ce réseau et nous sommes la première ville de Belgique en la matière, on en est ravis. Un mois après, en décembre, l'UNESCO revenait à la charge et on en est heureux pour reconnaître comme patrimoine immatériel de l'humanité les joutes sur échasse, nos échasseurs. Grande fierté évidemment pour Namur, où cette pratique existe quand même depuis plus de 6 siècles. C'est énorme. Mais grande fierté aussi pour les bénévoles qui sont mobilisés, l'équipe des échasseurs, pendant des années, pour crédibiliser cette candidature. On sait qu'on a un potentiel de reconnaissance dans l'espace francophone belge tous les 6 ans seulement. Donc vous imaginez, si on avait loupé le coche, ce que ça représentait. Donc là, c'est formidable, c'est populaire. Le Covid n'a pas permis d'en profiter pleinement. Ils ont, dans les jours qui ont suivi, été déambulés un petit peu en ville, c'est vrai. Mais en tout état de cause, ce que l'on sait, c'est qu'en 2023, on fêtera les 100 ans des fêtes de Wallonie. Et donc c'est certain qu'on aura une belle occasion, mais certainement avant ça d'ailleurs, de pouvoir célébrer ce beau titre de l'UNESCO. Merci beaucoup, M. Maxime Provost. Quels sont les scoops? Est-ce que M. Community décrocher les scoops? Les invités que vous avez dans la tête, qui vous pensez pourront venir et célébrer avec vous cette centenaire et cette œuvre qui est de l'humanité maintenant. Je ramène aussi, cher internaute, je ne sais pas si vous le saviez, mais aussi, j'ai ici aussi Maxime Provost, qui est aussi le patron du mouvement politique, qui est le CDH. Mais Monsieur Maxime Provost, vous avez attiré plusieurs fois ma curiosité, puisque je suis tout simplement intéressé par vos actions. Vous ne cessez de dire que demain il fera beau. Ça veut dire quoi? On doit s'attendre à quoi? À ces genres de slogans? Alors, il fera beau demain, c'est le nom que j'ai donné à l'opération de renouveau du CDH. Depuis 2 ans, on travaille à mettre finalement à jour le logiciel des partis politiques en Belgique. Je suis intimement convaincu que les partis politiques aujourd'hui, que les gens rejettent, sont en fin de vie. Un informaticien dirait que ce sont des partis en obsolescence programmée. Parce qu'effectivement, les partis politiques belges, européens d'ailleurs de manière générale, sont des partis qui développent des projets, des idéologies héritées parfois depuis plus d'1 siècle. Mais ne fût-ce que sur les 20 ou 30 dernières années, les enjeux sociétaux ont largement évolué. On ne parlait pas de révolution numérique il y a 30 ans. On ne parlait pas de révolution climatique il y a 30 ans. On ne parlait pas des burn-out. On ne parlait pas des difficultés d'emploi de la même manière. On ne parlait pas de perte de croissance. On ne parlait pas de plein d'enjeux qui, aujourd'hui, font le quotidien des gens. Et donc, il est nécessaire qu'on remette à jour les programmes des partis pour qu'ils soient beaucoup plus contemporains, beaucoup plus audacieux, beaucoup plus positifs, plutôt que simplement être des machines de pouvoir qui servent les élus plutôt que la population.
Effectivement, le 12 mars prochain, je vous donne rendez-vous à Tour et Taxi à Bruxelles. Parce que le 12 mars, c'est le moment où l'opération Il frappe au demain, qui a été donc 2 ans de profonde réflexion avec les citoyens qui ont pu prendre part à plein de débats, on a fait des centaines de participations sur le web aussi, pour renouveler ce programme. Et donc le 12 mars prochain, le CDH passera le relais à un nouveau mouvement politique, citoyen, positif, contemporain, dans lequel l'ensemble des citoyens qui nous regardent seront invités à prendre part à cette belle histoire, quitter le divan de l'indignation et de la contestation pour être dans l'action à nos côtés, mais avec les pieds bien dans la glaise des réalités du terrain. C'est pour ça que maintenant, ce sont des questions qui viennent du cœur. Merci, M. Maxime, pour vous, justement. À propos, j'ai été chercher au hasard dans la presse, et j'essaie de temps en temps mes réseaux sociaux avec le cerveau. Je suis tombé sur le DH, et il est marqué Namur audacieuse, généreuse, heureuse. Celle-ci, il va creuser un tunnel. Ça signifie quoi, ça, monsieur Maxime, pour vous? Alors d'abord, vouloir que Namur soit une ville audacieuse, généreuse et heureuse, c'est finalement l'objectif que je poursuis. Audacieuse parce que Namur a été trop longtemps une ville un peu endormie, et donc il est temps que tout son potentiel puisse éclater, celui d'une capitale, celui d'une jeunesse qui a plein de projets, de gens qui veulent concrétiser les belles choses. Heureuse parce que c'est ce qu'on recherche quand on fait de la politique, c'est finalement de rendre les gens heureux, et c'est ce qu'ils souhaitent et le demandent. Une ville aussi généreuse parce qu'on a un devoir de solidarité par rapport à celles et ceux qui ont des parcours émaillés parfois de plus grandes difficultés. On doit avoir cette politique de la main tendue, de la générosité, de la responsabilité, les deux vont de pair. Et quand vous évoquiez il souhaite creuser un tunnel à Salzine, c'est un projet concret. Je reste convaincu qu'à terme, un grand projet sur lequel on devrait travailler, mais avec la région wallonne, parce qu'on n'aurait pas les finances tout seul, c'est de percer un tunnel en dessous de la citadelle pour relayer notamment Salzine et le côté proche de Jambes, pour éviter finalement que tout le monde soit obligé de s'engouffrer avec sa voiture au grugnon, créant des difficultés de mobilité, des bouchons. Alors c'est vrai que ce qui fait le charme de Namur, ce sont ces fleuves et également l'éperon rocheux qui est la citadelle, mais c'est aussi une contrainte en termes de mobilité, puisqu'on sait franchir la Sambre et la Meuse que dans un nombre de points limité, et il faut à chaque fois contourner la citadelle. Peut-être qu'on est un tunnel qui le traverse, ça pourrait être un élément facilitateur de mobilité. En tout cas, c'est ambitieux. Oui, monsieur Maxime, pour vous, certes, en commençant cette intervention, cette couverture, vous avez parlé du Covid. Moi, Jean-Baptiste, je ne me permettrai pas, puisque je ne suis pas tout simplement médecin, je suis d'abord éducateur en formation, je ne peux que traiter de la question. Vous non plus, vous n'êtes pas médecin, mais en tout cas, vous êtes au cœur de là où se prend les décisions. Dans cette réflexion du éducateur, je pense que je peux me tromper dans la lecture, que Namur est en train de vaincre la question des discriminations raciales. Petit à petit, on est en train d'avancer et mobiliser les gens. Mais en plus de cela, j'ai l'impression que la situation je ne sais pas d'ailleurs les terminologies qu'il faut utiliser, mais j'ai l'impression que les personnes vaccinées ou pas vaccinées, nous sommes en train de créer une sorte de discrimination qui, au-delà d'être noir, blanc, chinois, parce qu'en fait, la plus grave, qu'on aurait du mal à l'évacuer. Déjà, on a du mal à évacuer les sous-entendus sur le noir, le blanc. Et comment est-ce que vous allez procéder, vous qui êtes déjà pro l'intégrité de chacun, vous allez vous y prendre comment, une fois cette partie des pandémies va passer? Alors d'abord, une fois que cette pandémie sera passée, et on peut espérer que ce soit le plus vite possible, il y aura un gros travail de retricotage du maillage social à devoir faire. Parce que cette crise, elle aura généré de la précarité pour beaucoup, soit des personnes qui étaient déjà isolées et qui l'ont été davantage, soit des personnes qui avaient des fragilités de santé et qui ont été malmenées, soit des gens qui avaient besoin d'opérations, qui ont été reportés, soit des indépendants qui ont vu le rêve parfois d'une vie ou un travail de plusieurs années être réduit à néant. Et on a surtout, et on n'en parle pas assez, je l'évoquais déjà tout à l'heure, une jeunesse qui est assez désemparée et qui a besoin de retrouver des repères et du moral. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une jeunesse désespérée. Et pour le moment, il faut reconnaître que les nuages sont plus au-dessus de leur tête que les grands rayons de soleil. Or, c'est l'avenir. Il n'y a rien à faire. La jeunesse, bien sûr. Mais la cohésion sociale est aussi l'avenir.
je ne veux pas faire du jeunisme. Il y a des gens qui sont plus âgés, mais qui sont tout autant l'avenir d'un projet collectif, de gens qui se rencontrent, qui appréhendent la diversité, qui apprennent à vivre ensemble. Et donc c'est vrai qu'il faut éviter que, à travers le débat sanitaire et celui de la vaccination, on mette finalement de nouvelles barrières, on monte des murs les uns contre les autres. Il n'y a pas de réponse facile dans ce débat. Il y a des convictions. Et on sait bien que tout le monde n'est pas médecin, moi non plus, mais on a malgré tout tous une opinion sur cette question. On essaie qu'elle soit la plus rationnelle possible. Je pense que chacun, quand il développe son point de vue, est convaincu de la pertinence de celui-ci. Et donc ça rend le débat à la fois intellectuellement très intéressant, mais socialement très compliqué. Le débat sur la vaccination obligatoire qui va démarrer, et que je demandais déjà depuis plusieurs mois, est aussi peut-être une manière d'éviter d'autres discriminations. Pourquoi finalement vacciner que le personnel soignant et pas les autres? Parce que le personnel soignant, il a le droit lui-même d'être protégé par les soignés, comme les soignés ont le droit d'être protégés par les soignants. Ça évite de poser la question d'éventuellement cibler certaines professions plus que d'autres. Ça permet, de mon point de vue, d'être dans une approche plus inclusive, dès lors que le vaccin a quand même été largement éprouvé et qu'on n'a rien inventé de meilleur jusqu'à présent. Pour autant, évidemment, qu'on se limite à la population adulte qui n'a pas de contre-indication médicale. Je ne suis pas favorable à la vaccination obligatoire des enfants, par exemple. Je pense que ça reste une décision qui relève des parents. Tout ça est un débat qui est compliqué. Et on sent que socialement, il y a de fortes tensions entre les gens. Je suis assez réservé sur la pertinence intellectuelle d'un pass sanitaire sans obligation vaccinale. Parce qu'alors on dirait aux gens, vous n'avez plus le droit, sans votre passe sanitaire, d'accéder à certains lieux, à certains endroits, alors même que la vaccination n'est pas obligatoire. Si elle n'est pas rendue obligatoire, il n'y a pas de raison alors de sanctionner des gens qui ne répondent pas au vaccin si ce n'est pas obligatoire d'être vacciné. Donc, il y a une part aussi, quelque part, d'hypocrisie dans la manière dont le débat est amorcé. C'est pas simple, mais il y aura en tout cas un gros travail de cohésion à devoir faire pour que ce ne soit pas une nouvelle sorte de discrimination. Merci beaucoup. Oui, c'est un peu lourd, mais on sent aussi la manière dont vous portez ces sujets-là à cœur et que ça embrouille tout le monde, comme on dit, au Congo. Justement, parlant du Congo, M. Maxime Provo, je ne sais pas si c'est des bonnes nouvelles pour vous, mais oui, mais ici vous êtes l'arbre la plus courte que je sais facilement avoir comme politique, et j'ai le privilège en fait de vous avoir, en tout cas, comme on dit souvent, le luxe de voir M. Maxime Provo et Kirbo présent à mon appel. Mais j'ai une petite question, pour moi en tout cas facile à poser, mais en tout cas épineuse pour vous. Monsieur Maxime Provo, comment est-ce que quelle lecture faites-vous des hommes politiques congolais qui, une fois formés en Belgique, une fois grandi, nés en Belgique quelque part, ils rentrent au pays, mais ils ne font rien, et du coup, les Congolais, nous autres, d'origine, je dois fier de Belge en tout cas, quand on les voit comme ça, on dit, mais tiens, on a partagé la même nationalité que ces mondes-là, ils rentrent au pays, c'est plus pour s'enrichir, et la population ne change pas, même autour de leur cabinet, ça ne change pas. On se dit, mais nos députés, parce que vous êtes députés, c'est peut-être une question à relever, la question de ces rapatriés qui rentrent au pays et qui abusent finalement de la population. Alors il faut être d'abord très clair, que l'on soit congolais ou pas congolais, à partir du moment où il y a un responsable politique quel qu'il soit, qui abuse et qui cherche à s'enrichir plutôt qu'à réaliser son mandat avec intégrité et probité, il doit être condamné, ça ne va pas. Mais c'est la même chose ici en Belgique, hein, c'est pas lié proprement au Congo. Après, je me garderai bien de jugement trop hâtif sur le Congo, dès lors que je connais moins la réalité. J'ai eu le privilège de pouvoir rencontrer à l'époque, quand il est venu lors de sa visite d'État, en audience privée, votre président de la République, Félix Tshisekedi. En tout cas, moi je suis belge. Pardon. Le président alors de la République démocratique du Congo. Et l'entretien que j'ai eu était assez prometteur. C'est quelqu'un qui effectivement a été formé chez nous. C'est quelqu'un qui m'a donné une bonne impression dans l'échange que j'ai eu. Après, je n'ai pas suffisamment suivi l'actualité pour savoir si la promesse de l'échange se concrétisait ou pas sur le terrain. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'il y a manifestement une volonté de redresser le pays qui est exprimée par un grand nombre
proches d'origine congolaise ou de Congolais, et chacun a une expertise à pouvoir amener, et il faut pouvoir capitaliser dessus et quitter la posture de l'enrichissement personnel qui, ça, effectivement, est condamnable, quelle que soit la personnalité, le pays ou le parti. Est-ce que vous pensez que quand même on peut s'enrichir dans la droiture sans faire de chichi? Mais l'objectif quand on fait de la politique, c'est pas de chercher à s'enrichir, même avec droiture. Moi, je trouve qu'il faut être dans la droiture, c'est certain, mais ne pas chercher le lucre. Vous savez, moi, si ce qui m'intéressait était à tout prix le fric, je serais resté dans le privé, hein, là où j'étais avant, proportionnellement, je gagnais mieux ma vie, j'avais moins d'emmerdes, j'avais la capacité de profiter de mes week-ends sans être harponné et de passer mes soirées à la maison, bien plus qu'à des réunions citoyennes à gauche et à droite. Simplement, à un moment donné, c'est une vocation, c'est une passion, et c'est pas une recherche d'enrichissement. Si vous cherchez à faire de la politique pour vous enrichir, c'est que vous faites de la politique déjà pour une mauvaise raison. Et donc, vous ne serez pas un bon politicien. Mais encore lecture, votre lecture. Monsieur Maxime Prévost, quelle lecture faites-vous du discours, selon moi, haineuse d'un des candidats français que je n'ai pas envie tout simplement de nommer ici, cette proposition de loi? Est-ce que vous pensez que, par rapport à ce qu'il dit, Zemmour, pour lui donner cet espace, est-ce que vous pensez que c'est sa politique qu'il prône, ça va favoriser nous autres qui sommes ici, qui avons déjà une vie en Europe, qui pensent désormais Europe, qui pensent construire aussi, qui investissent ici? Est-ce que c'est des discours encore un temps dans le bouche des Européens, comme on dit souvent? Il y a deux dangers finalement avec la candidature de Zemmour. La première, c'est qu'il a normalisé Marine Le Pen. Et d'ailleurs, votre question est très illustrative. Vous dites, tiens, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'une personne prône ce discours de haine et problématique? On oublie donc qu'il y a aussi Marine Le Pen qui le fait. A finalement banalisé les propos de Marine Le Pen alors qu'ils ne méritent pas d'être banalisés. Premier élément. Deuxième élément, je suis inquiet globalement par la montée de l'ensemble des extrêmes. Vous aussi, de gauche comme de droite, partout en Europe. Regardez le mouvement Vox en Espagne, regardez ce qui s'est passé aussi avec l'AfD en Allemagne, ne parlons pas de la France, évidemment, où c'est criant, mais chez nous aussi avec le Vlaams-Belang, dans le nord du pays, ne le perdons pas de vue, hein, si je ne m'abuse, le premier parti. Désormais, on a également l'enjeu aux Pays-Bas, Orban, qui est de la droite extrême, hein, parfois limite extrême droite dans certaines de ses postures. On a également la Pologne qui pose problème. Pensons aussi à Salvini en Italie. En Autriche, on a aussi une poussée de fièvre importante. Et quand on fait le topo de tout ça, on se dit qu'il est temps d'être préoccupé. On vit une période depuis 70, 80 années sans qu'il y ait eu de conflit en Europe occidentale. Donc il y a plusieurs générations, la vôtre comme la mienne et comme tant d'autres, qui ont été habitués à vivre dans le calme et dans la paix avec un régime démocratique. Mais on oublie que dans une perspective historique, c'est rare, c'est une exception. Il y a toujours eu sinon des conflits en Europe occidentale. Et donc, soyons attentifs à ne pas banaliser ce qui est en train d'arriver partout en Europe et se retrouver à un moment donné dans 10, 15, 20 ans avec l'émergence de contestations qui vont faire exploser l'Europe, d'autant que le départ de la Grande-Bretagne a déjà montré que c'était possible de se retirer. On voit les tensions à la frontière européenne, avec notamment par le passé la Crimée, l'Ukraine de manière générale aujourd'hui. Donc il ne faut certainement pas se reposer sur ses lauriers avec de la naïveté. Voilà. Merci beaucoup, M. Maxime Prévost. Nous arrivons presque à la fin de cet entretien, en tout cas qui me tenait à cœur. M. Maxime Prévost, revenir un peu chez nous, dans des questions plus ou moins compréhensibles et tolérables. L'OMS conseille de faire le sport au moins 30 minutes dans sa vie. Et je sais que M. Maxime Prévost, il n'hésite pas à chausser ses bottines pour aller sur le Ravel, par exemple. M. Maxime Prévost, tous les dimanches, j'essaie de m'entraîner avec un groupe d'Africains, on va dire ça. Mais bizarrement, ces groupes-là aménagent beaucoup de culture. Et ils ont vu la première capsule que j'ai fait avec vous, dont j'ai reçu les félicitations. Ils trouvent que c'était un média présent, qu'au travers de cet outil qu'il appelle MC Cognitive TV, eux permet d'avoir la voix. Enfin, c'est vrai, ils vous suivent autre part, mais ils n'ont pas délégué, mais j'ai entendu leur bruit. Ils voudraient que Maxime Prévost, bourgmestre, leur papa, leur patron en tout cas, de Namur, puisse trouver un terrain d'attente qu'un dimanche, tous les dimanches, parce qu'ils brassent les cultures, et tout le monde dit.
Et ils m'ont dit de mettre au défi parce que M. Maxime Prévost n'aime pas les défis, il viendrait. De voir un dimanche à Moscou, voir dans les conditions dans lesquelles ils s'entraînent, parce qu'ils peuvent constituer un genre de délégation venir vous voir, mais peut-être demander au bourgmestre de la ville, un jour au hasard, un dimanche, pendant le froid, un été, choisir au hasard, et voir comment est-ce qu'ils jouent, et peut-être vous comprendrez peut-être les soucis qu'ils portent. Et donc, pour revenir à la définition de l'OMS, la santé, ces personnes-là qui, au départ, sont de corpulence un peu forte, et ils ont mis les besoins avec le fait de boire, d'aller se dépenser les dimanches, et chacun rentre chez soi. Donc c'est à Moscou, mais c'est à quelle heure? À Moscou à partir de 15 heures. Ok, ouais, je viendrai une fois. Attends, tous les dimanches, ils sont présents, et la seule demande qu'ils font, qu'on ne puisse plus les chasser du terrain quand ils sont là, c'est vrai, Alors j'ai déjà rencontré d'ailleurs une délégation de ces footballeurs qui m'ont exprimé il y a plusieurs semaines déjà les difficultés de cohabitation qu'ils rencontraient. Ça me fait penser d'ailleurs, pour être tout à fait honnête et transparent avec vous, que j'ai tardé à leur répondre et qu'il faut que je le fasse. Parce que je sais que du côté du service des sports, il y a eu à un moment donné dans l'organisation des horaires une difficulté de conciliation, donc il faut que je revienne à la charge sur le sujet. J'ai attendu un peu simplement parce qu'on a changé des chemins des sports depuis la semaine dernière, donc c'est tout récent. Il faut que je regarde un petit peu ce qu'il est possible de faire, l'objectif n'étant certainement pas de les contrarier, de les embêter, de les mettre dehors. Donc je vais regarder ça avec Charlotte Basler, qui est la nouvelle échelle des sports, et par ailleurs, un des dimanches à venir, je ne sais pas encore vous dire exactement quand, ça dépendra de mon agenda, j'irai bien volontiers là-bas à 15 heures pour les rencontrer. Alors une ville numérique, c'est pas une ville technologique, parce que la technologie ne rend pas une ville nécessairement plus intelligente, c'est l'usage de la technologie qui rend une ville plus intelligente si ça permet de faciliter la vie des citoyens. Et donc on a la chance d'avoir été reconnu comme étant une smart city, comme on le dit, d'avoir eu cette reconnaissance de l'UNESCO aussi, d'être une véritable capitale digitale, parce que c'est vrai, depuis plus de 10 ans, je m'efforce, parce que ce sont des matières auxquelles j'ai toujours été sensible, j'ai fait aussi une spécialisation en droit des nouvelles technologies quand j'étais étudiant, donc j'ai toujours été attentif à ça. Et simplement, c'est un tsunami, le numérique, qui va s'imposer à nous, qu'on ne le veuille pas. Les questions d'intelligence artificielle, les questions de blockchain, les questions de métaverse. Vous voyez d'ailleurs comme Facebook est en train de changer. Et donc, soit on subit un tsunami, soit on essaie de construire un mur en sachant que ça ne servira à rien, il sera emporté, soit on surfe sur le tsunami pour pouvoir améliorer les services offerts aux citoyens. C'est le choix qu'on a fait. Et donc, même si parfois c'est un langage qui peut paraître un peu technique, qui n'est pas nécessairement accessible pour tous, retenez une chose, la volonté de la ville d'être orientée vers le futur, d'être vraiment un confluent de futur pour l'épanouissement de chacun et de chacune. Merci beaucoup. Et la dernière question, c'est quand la prochaine réunion de bourgmestres francophones, puisque vous faites partie de ce collège-là, privilégié, c'est quand la prochaine fois? Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de confier la présidence à un pays plutôt anglophone? Alors c'est vrai que vous parlez là de l'AIMF, l'Association internationale des maires francophones. Alors l'Association internationale des maires francophones, dans laquelle Namur siège, en faisant partie du réseau restreint du conseil d'administration, et j'en suis très honoré, est présidée par Anne Hidalgo, qui est la maire de Paris. Alors on n'a donc pas confié la présidence de ce réseau à Rwanda, puisque c'est à ça que vous faites allusion. Oui. Simplement, l'Assemblée générale qui a eu lieu l'an dernier s'est tenue à Kigali. Parce qu'on fait une tournante, on change d'endroit régulièrement. Vous savez que le Rwanda est aussi le pays d'origine de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Et donc, à ce titre, on souhaitait marquer le coup et, on l'espère, progressivement, amener le Rwanda aussi à redévelopper une politique francophile et pas seulement anglophone, mais c'est lié aux décisions qui ont été prises de changer d'endroit et de lieu pour discuter. La prochaine réunion devait se faire, pour être très transparent avec vous, fin juin, début juillet, à Ouagadougou. Mais l'actualité nous apprend aujourd'hui qu'il y a eu aussi un renversement du chef de l'État, des tensions très fortes, des problèmes de sécurité majeurs. Et donc à l'heure où je vous parle, je ne sais pas si il est toujours prévu que notre prochaine Assemblée générale se fasse au Burkina Faso, ou si les circonstances de l'actualité locale amèneront par mesure de sécurité à changer de destination. Je n'ai pas encore été informé à cet égard. Oui, pour finir en tout cas, finir, je sais que c'est une question que j'ai reçue par SMS.
Monsieur Maxime, pour vous, comme lecture encore, on va venir parler de lecture. Il y a l'année passée, les présidents africains sont venus en France et la question qui a fort choqué les intentions, de quel droit, c'est la question de quel droit la France se permet d'inviter tout un continent à sa séparation. Est-ce que vous comprenez cette logique de la France-Afrique ou la Russie-Afrique? Pourquoi chaque fois c'est un pays qui invite tout un continent comme ça? Est-ce que vous comprenez cela? Je pense qu'il y a eu une volonté stratégique de la part de la France d'essayer de renouer des relations avec le continent africain, constatant que de plus en plus d'espace est vampirisé, notamment par la Chine et la Russie. Beaucoup de grands chantiers sont maintenant en train d'être réalisés par les Chinois. Et je crois que l'Europe s'est rendu compte que, sans être dans une démarche paternaliste complètement dépassée, qu'il fallait aussi ne pas négliger le continent africain. C'était une terre promise de développement humain et de développement social et de développement économique, une terre d'opportunités écologiques. Et donc je pense que c'est sain que l'Europe ait enfin un sursaut pour regarder de manière bienveillante les partenariats qu'il est possible de nouer avec le respect de part et d'autre avec le continent africain, plutôt qu'à chaque fois présenter ce continent comme étant une source de problèmes à cause des flux migratoires, etc. Donc je pense que vis-à-vis de la population, il y a un discours aussi qui doit changer vis-à-vis de l'Afrique pour regarder ça avec tout le potentiel que le futur peut offrir, plutôt que de regarder ça avec des yeux craintifs ou culpabilisateurs. Et après, chaque pays est libre de prendre des initiatives qu'il veut, et chaque pays est libre de répondre ou pas à ses appels. Merci beaucoup, cher Maxime Pavot. Merci pour le temps accordé. Avec grand plaisir. Et en tout cas, ça, ce n'est pas la dernière fois, mais j'attendrai un petit peu le temps que cette vidéo puisse instruire les auditeurs de MC News TV. C'est avec grand cœur que je vous le libère aujourd'hui pour vous vaquer à vos activités habituelles, monsieur Maxime Pavot. Merci beaucoup, un grand merci pour votre invitation. Et puis, une nouvelle fois, le meilleur à Namur pour tous ceux qui vous suivent. Merci.